Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Trust the process. Trust the process. On est reparti pour la deuxième moitié de saison de Processus. Bien content de vous retrouver. Bonne et heureuse année 2026 à tous nos auditeurs. On est bien content de continuer le travail amorcé en première moitié de saison. Et là, les choses vont se corser davantage en deuxième moitié en route vers les séries. Et bien sûr, le fameux repêchage 2026. Bien des choses à parler parce qu'aujourd'hui, c'est une édition de Processus consacrée entièrement à ce qu'on vient de vivre au championnat mondial de hockey junior. C'est d'ailleurs pourquoi le podcast est présenté en ce mercredi matin pour se donner le temps d'évaluer ce qui s'est passé la veille au mondial. Notre ami Martin Thériault est ici en studio à mes côtés et à distance pour l'occasion aujourd'hui, notre chum Marco D'Amico. Pas été facile les fêtes. Marco, parle-nous donc pourquoi la raison de ton absence ce matin avec nous au studio. La belle gastro. Malheureusement. Me voilà. Mais au moins, je suis capable de le faire à distance, donc je suis pas totalement KO, mais mettons que se déplacer pendant une heure, j'aurais eu un peu de trouble. C'est bien correct, c'est bien correct. Puis l'important, c'est que tu sois en forme, relativement en forme pour pouvoir embarquer dans l'émission parce que c'est pas les sujets qui manquent. Il y a eu des bonnes, des moins bonnes choses pendant le championnat mondial de hockey junior. Allons-y à l'essentiel, cette défaite canadienne pour une troisième année de suite face à l'équipe de la Tchéquie. Clairement, ce pays-là a notre numéro au niveau du hockey junior dans ce championnat. 2 fois en quart de finale par le passé. Et cette fois-ci, la demi-finale, la Tchéquie qui a avancé. Mais Marty, t'avais mis la table quand même de belle façon il y a quelques semaines en disant « Méfiez-vous des Tchèques. Ils ont une équipe certainement capable d'embêter le Canada. » C'est exactement ce qu'on a eu encore. Vous avez eu leur défense. Ouais. Mais, tu sais, c'était ça la Tchéquie. En même temps, oui, j'ai l'air brillant pour la Tchéquie, mais je mettais quand même le Canada gagnant de la médaille d'or contre la Tchéquie. Donc, il y a quand même eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je pense que le gros problème de l'équipe canadienne, puis honnêtement, on parle de la Tchéquie, mais ça a été compliqué contre la Finlande, ça a été compliqué contre la Lettonie, puis c'était à peu près des plans de match similaires. Ça ne manquera pas dans la tête que les Tchèques qui pratiquent ce style-là depuis 3 ou 4 ans, c'est pas compliqué. On est super hermétique en zone neutre. On donne aucun espace. On force les équipes adverses à rejeter la rondelle en fond de territoire et on joue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un but, que ce soit du côté des Tchèques ou que ce soit de l'adversaire. Puis par la suite, lorsqu'on récupère la rondelle, contre-attaque extrêmement rapide. Ça ne me rentre pas dans la tête que le Canada n'est pas capable de s'ajuster là-dessus. On était trop agressif. On envoyait 3 attaquants en fond de territoire. Là, on perdait la rondelle et il y avait des relances. Puis là, je sais que la défense n'a vraiment pas été efficace, mais là, par la suite, on est pas mal plus vulnérable. T'as pas mal plus de surnombre. T'es pas mal plus obligé de prendre des décisions avec très, très peu de temps. Puis tu regardes la Suède hier qui ont battu la Tchéquie, là, du moment qu'on a été capable de marquer, on a complètement ouvert le style. Soudainement, tu as commencé à voir que les Tchèques jouaient sur les talons. Je pense qu'à 19-5 les lancés en deuxième période, on était complètement déclassés. Pourquoi le Canada n'est pas capable de comprendre que des équipes qui savent qu'ils ont moins de talent vont se replier, vont jouer dans leur zone, vont jouer un style physique et que du moment que tu marques, demi-finale contre la Tchéquie, là, après le premier but, c'est drôle, ça a été les meilleurs moments du match du Canada parce que la Tchéquie a dû ouvrir la machine. Puis ça, je pense que le personnel d'entraîneur est moins à blâmer que l'an dernier, mais ils ont quand même une responsabilité là-dessus de s'obstiner à toujours vouloir aller avec le même style, le talent, et au final ne pas aller dans ce qui va faire mal à des équipes comme la Tchéquie. Tu sais. Marco, de ton côté? De base, d'y aller avec 12 attaquants dans le match de la demi-finale, j'ai pas vraiment aimé ça. 12 attaquants, 8 défenseurs. Le moment que tu as une blessure, tu te laisses ouvert à un certain défaut. Et je crois que Mark Hunter se l'est fait tout seul. Je pense que dans des matchs comme ça, jouer 2 défenseurs de 17 ans, pas nécessairement le meilleur choix contre une équipe qui est très forte sur l'échec avant. Et je crois aussi que pour moi, c'était le travail de la Tchéquie en zone neutre. Le Canada n'était pas capable de relancer leur attaque pour rien. La différence entre ce que le Canada et la Suède ont fait est nettement différente. La Suède
eux autres, à place d'essayer de faire de la passe hors de la zone, ils la patinaient hors de la zone, ce qui faisait en sorte que la Tchéquie ne pouvait pas nécessairement les arrêter. Le Canada, eux autres, outre que le trio de Michael Age, on voyait beaucoup plus de lobes et de longs jeux qui étaient ratés. Donc, un manque d'exécution totale et, encore une fois, juste un manque de structure défensivement. J'ai vraiment pas aimé les 2 derniers matchs de Kushan Aitchison, de Ben Danford, Ethan McKenzie, etc., Cam Reed. J'ai juste vraiment pas aimé ce que je les ai vus d'eux autres. Il manquait une certaine structure. Et pour moi, quand tu vas jouer contre une équipe qui est disciplinée, qui joue fort, qui joue physique, qui va vraiment utiliser de l'échec avant élite, tu te dois d'être capable de non seulement manœuvrer sous pression, mais être capable de faire le bon jeu, ce que la défensive du Canada, outre Zane Parekh, n'était pas capable de faire. Ouais, j'ai été très surpris du rendement de la brigade défensive. Je pense qu'il faut qu'on tente d'adresser les choses un petit peu plus. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné vraiment du côté du Canada? Et plus le tournoi avançait, puis on avait des signes avant-coureurs lors du tournoi préliminaire. Je trouvais qu'on se faisait percer défensivement, qu'on donnait trop de chances de l'entlave. Fallait redresser le tir, puis même si on avait battu les Tchèques, ça s'est toujours bien terminé 7-5 dans le calendrier préliminaire. Donc, je me disais, les clubs vont s'ajuster à notre offensive. Défensivement, on est-tu capable de faire la même chose? J'ai pas senti qu'on avait les ressources pour vraiment corriger le tir. Je sais pas à quel point, pour faire suite à ton commentaire, Marco, si Dale Hunter, à un moment donné, s'est rendu compte dans le tournoi, là, défensivement, on a besoin de tous nos éléments. S'il y en a un qui ne fonctionne pas, ben au moins, on va en avoir 8 habillés. Parce que défensivement, c'est là où on en a arraché pendant tout le tournoi. Effectivement, je pense que c'est non seulement défensivement, mais c'est aussi dans la structure défensive tout court. Je croyais que les alliés n'aidaient pas assez les défenseurs en zone défensive pour s'assurer de la relance. Je pense que les centres ont quand même fait la job. J'ai aimé ce que j'ai vu de Sam O'Reilly, de Michael Age, et de Cole Baudouin. Je pense que eux autres ont fait la job. Michael Misa, il m'a laissé un peu sur mon appétit dans ce contexte-là. Donc, tu sais, ça explique pourquoi ça a pris un peu de temps pour ce trio-là de vraiment partir la machine. Et c'était trop tard rendu au match de médaille de bronze. Donc, pour moi, quand je vois cette équipe-là, c'est pas une question nécessairement il manque du talent. Écoute, il y avait 7 joueurs qui auraient pu jouer pour le Canada qui n'étaient pas là. Donc, c'est déjà énorme. Une première paire, un trio de top 6. N'importe quelle équipe ne pourrait pas survivre des parties comme ça, autre que le Canada. Donc, je les laisse un peu de temps, mais c'est certain que l'année prochaine, avec l'expérience qu'ont eu les 2 jeunes défenseurs de 17 ans et un gars comme Kushan Aitchison, je pense que l'année prochaine, ils vont être mieux équipés, avec plus d'expérience pour être capables d'aller un peu plus loin dans ce tournoi-là. Ouais, Kushan Aitchison qui, lui, ne sera pas au tournoi parce que c'est un lead dans le jargon, ouais, il va avoir vrai. 20 ans. Là. Mais je rejoins ce que Marco va. Puis je pense que la fait que Sam O'Reilly, mais Sam Dickinson n'ait pas été prêté par les Sharks de San Jose, ça a fait plus mal qu'on le pense. Souviens-toi, notre dernier épisode avant les fêtes, j'avais mentionné qu'à gauche, Sam Dickinson, il manquait un peu plus de profondeur. J'avais ciblé à peu près seulement Aitchison comme défenseur de premier plan qui était capable d'aller jouer sur des grosses paires, prendre de grosses minutes et tout ça. C'est là qu'on l'a utilisé d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment lui qui a été le premier défenseur à gauche pendant le tournoi. Les autres, ça a été peut-être un petit peu plus ardu. Ouais, sauf que là, déjà que tu n'avais pas énormément de filets de sécurité, moi, je sais pas ce que tu en as pensé, mais Kushan Aitchison, je l'ai trouvé décevant. Je m'attendais à mieux. Je trouvais que défensivement, parfois, justement, ça allait peut-être un peu vite. Il a peut-être pas été aussi physique que ce qu'il est habituellement dans la OHL. Je te dis que là-dessus, il m'a déçu. Et là, tu prends tous les autres défenseurs du côté gauche. Cameron Reed a eu un tournoi épouvantable et je le sais que défensivement, il est bien meilleur que ce qu'il a montré. C'est quelqu'un qui a un bien meilleur bâton, qui a une bien meilleure intelligence défensive, mais ça n'a vraiment pas fonctionné. Ethan McKenzie a pratiquement été le meilleur, mais là, c'est un défenseur de 19 ans qui n'a pas été repêché, qui, oui, faisait de belles relances, pouvait être intelligent, pouvait parfois amener de quelques tirs au filet, mais ce qui n'a pas de qualité non plus pour dire j'ai besoin de temps de jeu supplémentaire. Donc là, tu te retrouves et là, tu vas à droite. Bon, Parekh a été bon offensivement. Défensivement, c'est une autre chose. Ben Danford, ça a été épouvantable. Je pense que c'est peut-être l'un de ceux qui a eu le plus de difficultés avec le système homme à homme de Dale Hunter. Et là, tu te retrouves. Tu peux pas gagner un tournoi comme le Mondial Junior et d'avoir simplement
Parekh et les 2 défenseurs de 17 ans, les plus jeunes de l'équipe, qui sont les seuls qui sont capables de se démarquer un peu. C'est immanquable, t'as pas le choix. Ouais. Puis pour revenir justement au point de Marco tantôt d'utiliser 8 défenseurs, j'ai hâte d'entendre ta lecture de la chose là-dessus, Marty, parce que pour moi, ça fait pas de sens. D'abord, c'est surprenant d'amener 2 gars pas repêchés 17 ans dans une équipe comme ça, mais tu dis, bon, s'ils les prennent, c'est parce qu'ils voient un rôle bien précis dans lequel ils vont jouer. Oui, c'est le futur. On pense qu'ils vont être de retour la saison prochaine, mais faut que tu penses dans le présent et non pas dans le futur, d'une certaine façon. Faut que ces gars-là soient capables de jouer et qu'il y ait des rôles importants. Puis au bout de la ligne, ben, ils ont été les 7e et 8e défenseurs du tournoi. Ça m'a surpris. Ils étaient identifiés comme tels. C'était la 4e paire en défense en demi-finale. Puis honnêtement, quand je voyais Veroff évoluer, moi, j'avais pas de problème avec son rendement quand il était sur la glace, mais clairement, on voulait y aller avec plus d'expérience. Je pense que c'était un peu, je vais prendre un terme de poker, mais tu sais, c'est comme si Dale Hunter, avec sa formation, est allé all-in un petit peu. C'est comme s'il se dit, OK, on y va, on n'aura pas de blessure, on aime bien avoir de la stabilité, ne pas être obligé d'amener un joueur pendant simplement 2 minutes par match. Donc, contre la Slovaquie, honnêtement, ça a été payant. Contre la Slovaquie, t'avais 4 paires défensives solides, parce qu'on a mentionné les problèmes défensifs. Contre la Slovaquie, on a démarré d'aplomb. On a été bon le long des rangs. On était capable de tuer la pression au niveau slovaque. Puis c'est pas que la Slovaquie a une mauvaise équipe. Ils ont donné du fil à retordre en tour préliminaire. C'est vraiment que le Canada a super bien joué et tu avais vraiment 4 trios qui étaient capables de justement faire de bonnes combinaisons, qui avaient une belle chimie. Sauf qu'en contrepartie, contre la Tchéquie, et c'est là qu'on voit pourquoi le 13e attaquant demeure important, c'est justement si tu as une blessure. OK, tu fais jouer Liam Greentree 30 secondes dans le match, c'est correct, sauf que tu es pas mal content de l'avoir soudainement et c'est ce qui est arrivé. T'as perdu un joueur, et moi, selon moi, c'est pas simplement que t'as perdu un joueur. Selon moi, t'as perdu le meilleur élément, le plus important de l'équipe, là, au-delà de Gavin McKenna, de Michael Age et compagnie. Moi, je pense que c'était Brady Martin, parce que oui, il était physique, oui, il était capable d'aller au filet, il était capable de libérer un peu plus d'espace à des McKenna et des Age, mais même défensivement, Marco a parlé justement de la contre-attaque, des relances et tout ça. Je pense que ça a été particulièrement un problème lorsqu'on a perdu Martin. C'était plus croche au niveau justement de la chimie parce que tout le monde jouait avec tout le monde. Mais en plus, tu as perdu Martin qui était extrêmement efficace. Là, j'aurais préféré... Lancez-moi pas de roche les partisans des Canadiens, mais je pense que ça aurait été même moins pire de perdre Age que de perdre Brady Martin. Ça a été à ce point-là que c'était important, je pense. T'es dehors, Marty. Mais écoute, je pense que sans nécessairement dire qui est plus important que l'autre, je pense que vraiment c'était Age et Martin qui faisaient fonctionner ce trio-là à 5 contre 5. Je pense que Gavin McKenna profitait de l'espace et le temps que lui donnaient ces 2 joueurs-là et de manquer l'élément, disons, plus physique sur ce trio-là. A forcé des changements à travers tout l'alignement. Puis c'est là où ça commence à être compliqué côté stratégie, côté cohérence, côté chimie. Et pour moi, c'est là où le Canadien jouait vraiment sur les talons. Et même après ça, on a vu Zane Parekh retraité au vestiaire pendant un petit bout. Je me disais, le Canada avait aucun défenseur capable de remplacer ce que Zane Parekh apportait. Donc, c'était fragile, selon moi, comme profondeur dans cette équipe-là. Et ça démontre vraiment que peut-être d'essayer de construire un alignement comme une équipe de hockey de la Ligue nationale où tu as des joueurs avec des rôles prédéfinis. Je pense qu'un Jake O'Brien ou un Marek Vanacker aurait été meilleur comme option, comme 13e attaquant dans ce contexte-ci, et on le voit maintenant, que peut-être jouer 8 défenseurs, dont 2 défenseurs de 17 ans, dans des matchs où tu as besoin de talent et de physique. Si on regarde à l'attaque, je suis totalement d'accord avec vos points concernant Brady Martin, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je comprends un petit peu mieux pourquoi les Prédateurs de Nashville lui ont fait de la place en début de saison. Parce que, clairement, il est capable d'en apporter rapidement. C'est un gars qui me semble mature physiquement pour la Ligue nationale assez rapidement. Mais on peut revenir sur Michael Age et la qualité de son tournoi. Termine premier marqueur du tournoi. C'est quand même
pour moi, une énorme surprise. Là. Je pensais pas qu'il produirait autant qu'il l'a fait. La cohésion, la chimie a opéré immédiatement entre ces trois-là. On les a utilisés davantage plus le tournoi avançait. Mais c'est de la manière qu'il s'est comporté sur la glace. Premièrement, je trouve qu'il y a beaucoup pris de maturité physique. J'aime sa portée, son coup de patin. Il distribue très bien la rondelle. Il a un excellent tir aussi. Le coffre à outils de Michael Age est très bien gardé, messieurs. Ouais, c'est clair. Puis là, quand je parlais de Michael Age tout à l'heure, je disais pas qu'il était pas important. Je disais qu'il était moins important que Brady Martin. Mais c'est probablement le deuxième joueur le plus important de l'équipe. Là. Faut pas me méprendre. Mais Michael Age a été évidemment très, très bon. Puis moi, je dirais que ce qui m'a énormément impressionné, et ça depuis que moi, personnellement, je vois jouer Michael Age, j'avais pas encore pu analyser ce détail-là. Comment il se comporte dans les moments importants. Quand tu dois aller marquer le gros but, quand tu dois aller chercher la victoire, vraiment que c'est là que ça compte. C'est pas là le 12e match de la saison que tu sais que au final, ça n'aura peut-être pas beaucoup d'importance. J'avais pas encore vu ça parce que son année de repêchage avec le Steel de Chicago, de mémoire, c'était pas une grande équipe, donc il avait peut-être participé au premier tour, mais sans plus. Et à Michigan, l'an dernier, oui, il y a eu le tournoi éliminatoire de la NCAA, mais c'était moins une bonne année. On s'en souvient, là, Michigan avait beaucoup de problèmes au niveau de profondeur. Donc là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'aussitôt qu'il y a un peu de compétitivité, qui doit aller dans les coins, qui doit s'impliquer et en donner un peu plus, même contre la Tchéquie, même contre une équipe où tout le monde était un peu croche, Michael Age tentait d'aller faire des jeux, tentait de battre les défenseurs, tentait sa fameuse feinte de partir de l'extérieur, ramener la rondelle dans ce qu'on appelle le triangle du défenseur, donc entre le bâton, glisser la rondelle là et de tirer, là, sa feinte fétiche. Là, il tentait plein de choses, tentait des tirs, tentait d'alimenter McKenna. Et d'ailleurs, McKenna clairement a apprécié jouer avec Michael Age parce qu'il était toujours au bon endroit, venait le supporter, était capable de le repérer également. Donc, pour tous ces aspects-là, je dirais Michael Age, on savait qu'il était rapide, on savait qu'il avait des mains, on savait qu'il avait le tir. Mais là, en plus, ce que tu viens de prouver, c'est que si tu débarques dans 5 ans en série, ben Michael Age va probablement répondre présent, alors qu'il y en a d'autres que ce ne sera pas nécessairement le cas, tu sais. Ouais. Écoute, je peux voir le point. Je pense que pour moi, qu'est-ce qui m'a impressionné le plus avec Michael Age, était l'aspect compétitif. Je pense que je le connaissais déjà avec ce que j'ai vu au Chicago Steel, mais je pense qu'il a pris une coche de plus en jouant dans NCAA. On le voyait moins apte à être physique ou jouer de long des bandes ou essayer de battre tes joueurs un contre un dans des moments critiques. Et il était capable de faire ça d'une très belle façon. Donc pour moi, c'est la définition d'un gamer. Un gars qui a du compete, ça, c'est toutes des choses que Kent Hughes et compagnie recherchent. Et encore une fois, que ça soit au centre, que ça soit à l'aile, c'est un excellent problème à avoir un Michael Age qui se développe de cette façon-ci. Pour moi, c'est pas par chance qu'il était le meneur ou le co-meneur dans le contexte de tout ce qui est les points dans la NCAA avant qu'il parte pour le camp de Canada. C'est parce que ce joueur-là est vraiment intéressant à voir à l'œuvre quand il vient le temps de trouver ses compagnons de trio, de voir sa vision et de voir sa vision sous pression. Plusieurs jeunes vont juste se débarrasser de la rondelle. Ça semble que Michael Age est capable de se faire une seconde de plus d'espace et de temps pour être capable de faire la bonne passe. Et on a vu ça en outrance durant ce tournoi-là. J'irais même à dire qu'il aurait pu avoir au moins 4 ou 5 points de plus s'il avait un peu plus de chance dans ses tirs et aussi les passes qu'il faisait en avantage numérique. Oui, puis le point est intéressant concernant sa position quand il va arriver dans la Ligue nationale. Moi, je pense que tout porte à croire qu'il va commencer à l'aile et que l'organisation va évaluer éventuellement l'idée de le placer au centre. Mais quand tu vois les choses évoluer chez le Canadien, il y en a beaucoup des jeunes qui sont déjà là, qui apprennent leur métier dans la Ligue nationale présentement. On va être patient avec Age, mais patient pas au détriment de l'amener quand on va juger qu'il est prêt, par contre. Puis honnêtement, ce qu'on a vu au championnat mondial junior me prouve que le jeune homme, après une autre fin de saison intéressante à Michigan, il va signer professionnel. L'an prochain, on verra bien quel genre de place on va lui faire, mais c'est vraiment pas impossible qu'il y ait une place l'an prochain à Montréal directement.
Moi, ça a toujours été ma prédiction dès son repêchage. Moi, je l'avais 20e de ma liste, qui était quand même haut à ce moment-là. Là. Beaucoup de gens l'avaient un peu plus bas et tout ça. Puis je m'étais toujours dit 2 ans, parce que je pense qu'il devait travailler sur sa force physique. Là, on l'a vu, c'est un peu acquis. Il s'est énormément amélioré là-dessus. Et là, il y avait le jeu défensif. Ça, c'est une autre histoire. Mais je me disais tout le temps, vers la fin de la saison, il pourra s'amener parce qu'il a le coup de patin pour suivre, déjà. C'est un gars qui a le calibre de la Ligue nationale. Et il a les mains, il est capable, un peu comme Marco le mentionnait, au niveau de l'intelligence, de profiter de l'espace supplémentaire pour créer des jeux, pour tenter un peu plus de choses et d'être quand même imprévisible. Soit il va attaquer le défenseur, soit il va décocher un tir, ou soit il va l'alimenter, comme on l'a vu, un McKenna qui est seul, un peu en retrait. Donc moi, je pense que ce que je pourrais très bien voir avec lui, c'est que il signe un contrat. On va l'amener dans l'entourage des Canadiens. Je pense pas qu'il joue dès le départ. On va lui donner peut-être un match ou 2 à la fin de la campagne si on est capable de confirmer une place en série qu'on n'a rien à gagner. Puis là, lorsqu'on va débarquer en série, je le souhaite pas, mais disons qu'il y avait 1 ou 2 blessures ou des combinaisons qui te plaisent un peu moins. Est-ce qu'un Michael H pourrait devenir une option que tu places à l'aile d'un 3e trio comme élément de vitesse, comme élément d'habileté et tout ça? Je vais prendre une autre position, mais je regarde ce que le Wild a fait avec Zeev Boyum l'an dernier. Zeev Boyum s'est amené, n'a pas joué immédiatement. On est débarqué dans la série contre les Golden Knights de Vegas. Et ultimement, on a eu besoin de lui. On l'a inséré dans la formation. Mais donc, ça pourrait peut-être ressembler un peu à la même chose dans le cas de H, je pense. Là. Vois-tu la même chose, Marco, de ton bord? Oui, absolument. Et écoute, pour moi, j'ai toujours dit, il va signer son contrat d'entrée. Moi, je pense qu'il va quand même jouer un match avant la fin de la saison, tout dépendant de le trajet du Michigan. C'est où la fin de mars, ou s'il sera au Frozen Four, ce serait entre le 8 et le 10 avril. Donc, le Canadien, il resterait 2 matchs sur la route, si je me trompe, à Philadelphie et les Islanders de New York. Ouais. Donc, pas de stress sur la route. Si le Canadien continue sur cette voie, ça se peut très bien que ça va pas prendre le 82e match de l'année pour se clinch une place en série. Donc, on pourrait lui donner un match sans pression et de voir à l'œuvre. Et un peu à l'image qu'on avait de Cole Caulfield en 2020, 2021. Rendu là, tu peux voir si tu l'insères durant les séries parce que c'est certain que tu veux vouloir lui donner un peu plus d'expérience. Mais je ne sais pas si ça va être quelque chose qu'ils vont faire immédiatement. Mais je suis convaincu qu'il va signer son contrat d'entrée et rentrer immédiatement. Ça fait l'affaire des Canadiens de Montréal parce que ça va être un très bon joueur, que ce soit un centre ou un ailier. Et en le signant et brûlant sa première année dès le début, non seulement est-ce que tu t'avances de 1 an pour pouvoir le signer à une prolongation de contrat, le moment que son contrat prend fin, il serait inéligible pour des offres hostiles aussi. Donc, il y a un avantage aussi pour le Canadien de faire ceci. Donc, pour moi, avec la façon qu'il va à l'œuvre, le fait qu'il ait été le meilleur marqueur avec Will Horkoff avant de partir pour le tournoi dans la NCAA et le fait qu'il ait été le meilleur pointeur de ce tournoi-là, j'ai hâte de voir sa 2e saison. Mais si la 2e moitié de la saison est à l'image de la première moitié, ça fait aucun doute pour moi, les Canadiens vont le signer. Et en ayant parlé avec Michael H assez souvent, je pense pas qu'il va y penser long. Quand le contrat va être sur la table, c'est son équipe d'enfance. Il n'y a aucune chance qu'il, selon moi, retourne dans la NCAA s'il se croit prêt pour faire le saut. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux gens qui disent « Ouais, mais on se souvient, là, vous étiez tous partis en peur avec Ryan Poehling qui avait connu un tournoi incroyable, qui était arrivé quelques mois plus tard avec le Canadien. On se souvient de son fameux premier match dans la Ligue nationale et la suite des choses par la suite. Qu'est-ce qui ressemble à Poehling et qu'est-ce qui ne ressemble pas à Poehling, Marco? Tout. Écoute, sans manquer de respect à Ryan Poehling n'avait pas la vision et la vitesse de Michael H. Même si c'était pas un joueur qui... Pour moi, c'était un joueur correct, rapide. Il avait une bonne vitesse quand même. Mais Michael H. est une coche de plus. Mais les mains de Michael H., la vision de Michael H., les habiletés offensives sont à part. Et pour moi, c'est qu'est-ce qui va faire de lui un joueur offensif. Quand on regarde la façon que Michael H. a joué dans ce tournoi-ci versus quand Ryan Poehling a joué dans le tournoi de 2019, c'est pas la même chose. Ryan Poehling a eu un très bon match dans le championnat du monde junior. Puis si je me trompe, c'était le match où il a eu son tour de chapeau. Donc, c'est là où je me rappelle, c'était pas aussi clair que ça l'était peut-être cette année, où
où tu avais un Seahart, tu avais un Michael Age, tu avais un Frondel, où tu avais vraiment des options claires pour des MVP. Pour moi, je me rappelle de la saison de 20 ans de Ryan Poehling. C'était pas la même chose, pas pantoute. L'offensive n'était pas là. D'ailleurs, le taux de points est beaucoup plus élevé du côté de Michael Age que Ryan Poehling. Et je crois que ses atouts sont plus transférables à un rôle offensif dans la Ligue nationale à cause de sa vitesse, à cause de son gabarit, à cause de sa vision et à cause de ses mains. Mes excuses. Ben, je rejoins un peu Marco là-dessus. T'sais, moi, je pense qu'il faut que tu décortiques un peu. Je comprends que Ryan Poehling était bon, on peut faire le parallèle et tout ça, mais tu dois décortiquer un peu tous les aspects. Donc, au niveau vitesse, bon, je pense que Age est plus rapide, mais bon, ça se compare. Donc, c'est dans la même ligue. Mais là, par la suite, prise de décision. La prise de décision de Poehling, c'est pas pour rien que c'est devenu un joueur de 4e trio et déficient. C'était quelqu'un qui était souvent en ligne droite. Aussitôt que tu devais lui demander de repérer un joueur tout seul, ça fonctionnait pas du tout. Ça, c'est un aspect qui se transposait peut-être un peu plus mal à la LNH, tandis que H, c'est l'une de ses forces. C'est quelqu'un qui prend beaucoup d'espace, quelqu'un qui amène beaucoup de vitesse. C'est une chose de patiner. Donc, disons que Poehling patinait, mais créait pas de jeu. Il n'y avait pas de main, il y avait des mains un peu dans le ciment, tandis que Age, c'est l'une de ses plus grandes forces. Le tir, bon, je dis pas que Poehling avait un mauvais tir, mais c'est pas quelqu'un qu'on allait utiliser à gauche ou à droite pour le tir sur réception. C'était plus quelqu'un qui était utilisé devant le filet. C'est pas mal plus là sa force d'aller mettre de la pression et d'être physique. Age, lui, capable de jouer à droite, si on veut, qu'il alimente des joueurs, peut jouer à gauche pour le tir sur réception, puis peut échanger. Je sais qu'il y a une tendance à passer beaucoup, mais peut passer à McKenna, peut tirer, peut faire toutes sortes de choses, peut rendre ça vraiment... vraiment imprévisible, si tu veux. Donc là, tu décortiques tout ça, tu fais, bon, est-ce que ça peut être un joueur de la LNH? Ben moi, je pense que les atouts offensifs sont pas mal plus là que pour un Poehling qui, essentiellement, était rapide et avait un peu d'intensité, mais qu'il n'y avait pas de sens de jeu non plus. Il me reste... prenons le temps nécessaire de le faire et de terminer le premier bloc de la bonne façon. Concernant l'équipe canadienne, je vais vous demander à vous deux, 3 joueurs qui, avant le championnat du monde, puis à la conclusion de celui-ci, ont gagné des points, et 3 joueurs qui ont perdu des plumes comparativement à l'évaluation que vous en faisiez avant que ça commence. Je commence au niveau positif, mon ami Marco, de ton bord. Pour moi, ce serait Michael Age, T.J. Ginla, Zane Parekh. OK. Pour quelle raison? T.J. Ginla, pour moi, est la bougie d'allumage d'un trio. Ce gars-là a un moteur incessant. Vraiment un effort qui va avec des talents de marqueur élite. Pour moi, il va être tellement difficile à jouer contre dans la Ligue nationale. Je trouve que c'était lui qui faisait fonctionner le trio de Martone et de Michael Misa parce que son acharnement, son effort, sa vitesse, son implication physique, il était toujours là, puis il était toujours prêt à marquer un gros but pour le Canada. Donc, pour moi, il était là. Michael Age, je pense qu'on vient d'en parler pendant une vingtaine de minutes. Je n'apprends rien à personne, mais je ne sais pas grand personne qui croyait qu'il allait avoir 15 points en 7 matchs dans ce tournoi-là et être le premier centre de cette équipe. Et avec Zane Parekh, écoute, quand tu brises un record, c'est assez impressionnant pour un gars comme Zane Parekh, qui est le défenseur en ayant le plus de points dans un tournoi d'équipe de juniors de cette qualité-ci. Donc, pour moi, c'est les 3. Puis, je donnerais une mention honorable vraiment à Brady Martin avant qu'il se blesse. Moi, je vais aller complètement ailleurs parce que Iginla, je l'adorais. Zane Parekh encore plus. Je suis l'un de ses plus grands défenseurs. Pas mal, là. Je vais aller avec Age également, donc pas besoin de trop expliquer. Les 2 autres que je vais te nommer, je vais aller à d'autres endroits un peu. Carson Karros en défense. On s'entend, on parle d'un défenseur de 17 ans qui n'était pas sur les radars de personne. Je l'avais même pas dans mon top 10 avant le tournoi. Maintenant, je te confirme qu'il y est, là. Mais tu sais, personnellement, je pense que ça se défend de dire que défensivement, il était le meilleur défenseur du Canada. De tous les défenseurs. Il était physique, il était capable d'aller à mettre la pression au bon moment. Ses sorties de zone étaient bonnes. Il n'était pas constamment dans le pétrin chaque fois qu'il y avait de la pression, notamment des checks et tout ça. Je l'ai compris dans le sens qu'on voulait donner du temps de jeu à Keaton Veroff, mais il ne méritait pas de sortir de la formation lorsqu'on le fait dans les 2 derniers matchs contre le Danemark et contre la Finlande. J'ai trouvé qu'il a été
excellent. Et si tu veux te prouver que c'est un défenseur de calibre top 4, je veux dire, de ce qu'il a accompli défensivement et physiquement contre des joueurs 2 ans, 1 an plus vieux que lui, plus gros, plus physique et tout ça, il m'a énormément impressionné. Et le troisième que je vais te nommer, Caleb Desnoyers. Caleb Desnoyers, là, souvenez-vous, les gars, commencé le tournoi comme 13e attaquant. Ouais. Pas de temps de jeu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je me souviens, là, dès les premières minutes, grosse mise en échec. S'implique défensivement. J'ai parlé des problèmes du Canada sur les contre-attaques. Caleb Desnoyers était l'un des seuls. Moi, personnellement, je l'aurais utilisé davantage. Je l'aurais peut-être ramené au centre dans des matchs clés, là. Mais il était le premier à se replier. C'était justement l'un des joueurs qui permettait d'étouffer les fameuses relances adverses. Et bon, je reprends le premier match là, contre la Tchéquie, justement. Qu'est-ce qu'il fait? Prend une rondelle, un gros lob, une grosse passe, Sam O'Reilly se retrouve en échappée. Ça a donné le ton, ça a donné de la confiance. Et tout au long du tournoi, premièrement, c'est là que Caleb Desnoyers est monté sur un 3e trio avec Cole Baudouin et Sam O'Reilly. Puis il a continué d'être physique. Il a continué de jouer de la bonne façon. Il a amené même de l'attaque. Il a été capable de créer des bons jeux. Très difficile d'être imprévisible. Je me souviens plus sur quel but, mais tu sais, à un moment donné, t'as 2 contre 1. Freine au dernier moment. Posture un peu à la Demidov, très large. Il sème un peu le doute dans la tête de tout le monde. Il est capable de repérer, je crois que c'était Cole Baudouin de l'autre côté. Donc, tu sais, ce sont des choses qui ne mentent pas. On voit que c'est un gars compétitif. Il l'a montré. Il a montré qu'il était physique. On le voyait régulièrement dans les mêlées après les sifflets parce qu'il tentait de déranger tout ça. Il y a un côté, puis je le dis dans le bon sens, un peu agaçant, si tu veux. Là. Moi, je trouve que Caleb Desnoyers, puis on le répète, là, c'est un gars qui peut revenir au tournoi l'an prochain, à 18 ans. Là. Moi, il m'a énormément plu. Là. OK. Très intéressant comme analyse. On va aller du côté négatif de la chose. Moi, je vais commencer par le gardien de but, parce qu'on n'a pas parlé de gardien encore. Moi, j'ai été déçu de Carter George dans ce tournoi-là. Je sais qu'hier, il a été meilleur, plus le match a avancé. Il a donné un très mauvais but à la Finlande tôt dans le match, mais il a bien fait les choses à la fin pour permettre au Canada d'aller chercher le bronze. Mais on parlait peut-être d'une édition canadienne plus solide que dans les 5-6 dernières éditions. Mais c'est, encore une fois, j'arrive pas que des pompons ce matin et dire « Ouais, ben on était plus solide devant le but cette année. » Marco. Mais écoute, moi, qu'est-ce que je pense, c'est la défensive ne les a pas donné vraiment grand aide dans ce contexte-ci. Je pense qu'Ivankovic, dans le match de demi-finale, a bien fait sauver les meubles plusieurs fois, mais à force de se faire pelleter dessus à chaque présence offensive, c'est normal qu'il y ait des choses qui sont rentrées. Carter George me laissait un peu sur mon appétit parce que on dirait qu'il laissait un softie quasiment à chaque match. Je pense que c'est là où ça pourrait être problématique. Il y avait un moment durant le match avec la Finlande où la Finlande était à 2 buts du Canada, puis ça poussait avec un avantage numérique. Et je ne sais pas si Carter George me donnait tant confiance que ça. C'est certain que lui figure parmi cette liste-là. Pour moi, l'autre, c'est Michael Nisa, un joueur 2e au total qui a joué dans la Ligue nationale. Je m'attendais un peu plus. Je ne m'attendais pas à ce que Michael Age soit le premier centre de cette équipe-là. Je m'attendais à voir Nisa être un peu plus impliqué. Je le voyais trop en périphérie. Beaucoup de jeux qui ne se donnaient pas. Si ce n'était pas pour un gars comme T.J. Ginla qui venait pour lui créer de l'espace puis donner un peu plus de temps, je ne sais pas s'il y aurait eu autant de chances offensives. Et en défensive, je l'ai parlé tantôt, mais que Sean Aitchison, pour moi, je trouve qu'il a juste été très difficile de suivre le jeu. Mais le défenseur qui m'a le plus déçu, c'est Ben Danford, parce que lui a été apporté comme joueur spécialiste défensif. Et il était tout sauf ça. Il n'a pas aidé le Canada en relance, en défensive, pour tuer des jeux, souvent hors de position. Il se laissait glisser pour des raisons X sur la glace alors qu'il n'avait pas de 2 contre 1 ou de surnombre. Juste des décisions un peu bizarres, spécialement pour un joueur qui, dans la Ligue d'Ontario, est connu pour vraiment un sens de jeu two-way assez safe. Oui, puis d'accord avec toi là-dessus. Puis moi, Cameron Reid m'a déçu, mais en même temps, dans le territoire défensif, quand tu joues avec un joueur aussi à haut risque que Zane Parekh,
J'ai l'impression que ton étoile pâlit un peu. Je sais pas si t'abondes dans ce sens-là, Marty, dans tes choix aussi. Ben ouais, puis tu sais, bon, je pense qu'on a l'air embarras de choix pour les déceptions. Là, c'est un peu compliqué. J'aurais pu prendre Danford, j'aurais pu prendre Aitchison parce que je suis à la même place que Marco. Là. Tu vois, moi, l'un de mes 3 choix, c'est Cameron Reid, justement. C'est sûr que Parex, ça ne l'a pas aidé. Je pense que ça explique des choses. Mais Cameron Reid, pour l'avoir vu souvent l'an dernier, là, j'ai une vingtaine de visionnements de lui. Je le connais très, très bien, là. C'est un gars qui est pas mal plus solide défensivement que ça. Dans sa zone, c'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui a un bon bâton. C'est quelqu'un qui est pas mal... Ne vous fiez pas au Mondial Junior pour avoir un jugement définitif sur Cameron Reid et vous dire que c'est une passoire en défense. Là. C'est pas le cas. C'est un gars qui est pas mal plus solide que ça. Est-ce que le fait qu'il se soit retrouvé techniquement au sein de la première paire, ça lui a peut-être un peu nuit? Peut-être. Je pense qu'il devait peut-être montrer, moi, un peu ses qualités, parce qu'en relance, avec son patin pour la mobilité et tout ça, c'est quelqu'un qui est très efficace, mais en ayant Parex, qui, oui, est offensif, mais c'est surtout quelqu'un qui aime justement se porter à l'attaque, quitter sa position et constamment changer des choses. J'ai l'impression que ça forçait Reid à demeurer un petit peu plus passif. Et ça faisait en sorte qu'on voyait peut-être un peu moins ses qualités. Donc ça, c'est le premier que j'ai noté. Deuxièmement, Harrison Brunick. On s'entend, on parle d'un gars qui arrivait de la Ligue nationale de hockey. C'est un gars que j'adore. C'est un gars qui a été très bon. Je me souviens, dans un match préparatoire au Centre Bell contre les Canadiens, il avait été extraordinaire et c'est pourquoi il s'est taillé une place avec les Pingouins. Il n'a pas été horrible, mais pour un gars de cette stature-là, j'ai trouvé qu'il y a peut-être quelques revirements. Parfois, sur l'échec avant, il a mal paru. Il y a eu des revirements qui ont mené à des buts. J'ai pas nécessairement vu beaucoup d'attaques. Ce sera jamais un gars de points, mais j'ai trouvé que parfois, il y avait de la difficulté à amener un tir au filet, d'amener des chances, d'utiliser sa mobilité. Ça, je te dirais qu'il m'a déçu là-dessus. Et le troisième, écoute, je le regardais jouer, je me disais des choses qui se disent pas ici, là. Porter Martin du côté de l'attaque. C'est déjà pas l'un de mes préférés. Mais quand tu parles de comprendre les moments du match, puis de faire des gestes pour aider ton équipe ou de lui nuire, là, c'est l'exemple parfait. Est-ce qu'il a été horrible à tous les niveaux? Pas nécessairement. Il a marqué le fameux but égalisateur du Canada, et là, la Tchéquie est revenue fort par la suite. Donc, il a marqué quelques buts importants. Il a été un petit peu meilleur dans les matchs à la fin. Là. La demi-finale, puis la match de la médaille de bronze. Mais avant ça... Surtout la petite tape sur les fesses. On peut-tu en parler aussi là, contre la Tchéquie? Là? Ça a très mal vieilli, disons, ce geste-là pour Porter Martin. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui me déplaisent. Premièrement, lorsqu'il a la rondelle, c'est quelqu'un qui prend souvent des mauvaises décisions. Il est dans le coin, il n'y a pas de jeu. Il va lancer un tir. Si le gardien donne un mauvais but, j'enlève mon gardien. Je veux dire, il n'y a pas de raison de donner un but de l'endroit d'où tu tires. Il tente souvent des mauvaises passes, tente des choses. Moi, il y a une chose qui m'a dérangé un peu. Je vais donner un exemple. Dans le quart de finale contre la Slovaquie, c'est 7-0. Il n'y a plus rien à gagner. Et là, tu as Martin qui se met justement à narguer un peu les Slovaques. Là, tenté la fameuse fin de Trevor Zegras, Sonny Milano, là, ça n'a pas fonctionné. Mais là, tu commences à tenter toutes sortes de choses. Tu déranges l'équipe. Tu as parlé de la tape sur les fesses. Tu donnes des munitions inutiles à l'adversaire dans un moment qui n'est pas nécessaire. Tu sais, les gens le comparent beaucoup à Corey Perry, mais moi, je trouve que c'est un gars qui se prend pour Corey Perry, mais qui n'est pas Corey Perry. Dans le sens que, oui, il va aller brasser. Corey Perry, là, tu le vois quand c'est 0-0. Tu le vois aller au filet, tu le vois aller chercher des buts importants. Martin disparaît un peu. Tu vas le voir réapparaître à 4-0. Mais sinon, c'est pas le cas. Donc, tu sais, oui, il est physique. Oui, au niveau des filets, il est pas mauvais. Il est capable d'aller chercher des choses. On l'a vu contre la Tchéquie. Il est allé chercher le retour. Mais il y a beaucoup trop de choses, je trouve, dans l'ensemble de son jeu. En transition, on prend souvent la mauvaise décision. C'est pas quelqu'un qui a un grand coup de patin. Ça, je le savais déjà. Mais je te dirais que son attitude, surtout pour un gars qui était le capitaine, moi, ça m'a complètement rangé. Puis il semble avoir été unanimement choisi par ses coéquipiers. Il doit toujours bien faire quelque chose de bon. Si tout le monde l'a choisi comme capitaine, puis après ça, l'attitude dans le tournoi puis son rendement, c'est un petit peu surprenant. Puis moi, j'en rajoute un autre dans le chapeau des déceptions. Jet Luchenko, qu'on a presque pas vu dans le tournoi. C'est pas un grand tournoi pour les espoirs des Flyers, visiblement. Ouais, puis tu sais, je pense que Luchenko, ça vient avec le rôle. Puis ça, j'ai l'impression, j'ai hâte de voir dans 3 ou 4 ans. Mais je me demande si c'est pas un joueur qui était mal géré par les Flyers. C'est un gars qui était bien meilleur que ça. C'est un gars intense. C'est un gars qui était capable d'aller au filet. Je me souviens de l'avoir vu en personne au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey à Moncton. Là, j'étais à 4 pieds de lui. Là.
il avait déjà un coup de patin Ligue nationale. Il était impressionnant, il avait l'intensité, il avait les mains. Mais j'ai l'impression que la façon qu'on l'a géré, de l'amener avec les Flyers en partant dans un rôle ultra défensif, là, tu le renvoies dans une équipe qui était l'une des pires de la OHL à Guelph. Là, se campe dans un rôle défensif, vitesse, débarque avec Équipe Canada Junior, 4e trio l'an dernier. Là, cette année, même chose, on le garde à Philadelphie pour 3-4 rencontres, même chose, on le renvoie dans la OHL. Est-ce que c'était nécessaire? Là, va débarquer à Brentford, se retrouve 2e, voire 3e joueur de centre derrière O'Brien et Callum Malhotra. J'ai l'impression qu'on est en train d'en... Je pense que c'est un gars qui était meilleur que ça, mais là, de la façon qu'on l'a géré du côté des Flyers, puis on l'a vu dans le tournoi, ça commence à devenir un gars pas mal défensif. Très intense, très bon coup de patin, mais qui apporte rien d'autre. Intéressant, les boys. On a fait un bon survol pour Équipe Canada Junior, mais il y a un éléphant dans la pièce dont on n'a pas encore parlé. Quand même surprenant. Son nom, c'est Gavin McKenna, qu'on a à peine abordé le sujet. Faut parler de lui. On va faire juste une très courte pause, parce qu'il y a un joueur suédois qui me semble fort attrayant pour le prochain repêchage 2026 de la Ligue nationale. Courte pause dans Processus pour prendre ça juste après ceci. Processus. You win! Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. On poursuit notre résumé du championnat mondial de hockey junior dans Processus cette semaine. Martin Thériault, Marco D'Amico, Anthony Marcotte ici pour justement faire un petit survol de ce qui s'est passé. On a beaucoup parlé de l'équipe canadienne, mais un petit peu moins de l'éléphant dans la pièce. La route vers le tout premier choix de l'encan 2026. À l'équipe canadienne, il y a 2 bons candidats qui jouaient, Gavin McKenna et Keaton Veroff en défensive. Et du côté de la Suède, il est maintenant médaillé d'or, Ivar Stenberg, qui a été spectaculaire lors du match de la médaille d'or. Il a été bon tout le tournoi. Maintenant, la question qui tue, messieurs, est-ce qu'on a une vraie lutte pour le poste, celui qui va finalement être repêché au tout premier rang? Il y a peut-être une réelle course qui est en train de se décider pour la deuxième moitié de saison. Curieux d'entendre Marco. Je sais que Marty s'est prononcé un peu hier matin à notre antenne, mais on n'a pas entendu Marco sur la comparaison Stenberg-McKenna. J'adore Stenberg et quelle saison il connaît en ce moment en Suède. Selon moi, il a connu un très bon tournoi. Viggo Björk aussi. Écoute, je pense que McKenna... on veut parler de McKenna puis dire on est déçu de sa performance, mais il a quand même eu 14 points en 7 matchs. C'est quand même... Si on efface le nom de Gavin McKenna et qu'on se dit « Ah, tel joueur a eu 14 points », on dirait que c'était un très bon tournoi pour ce jeune-là, spécialement à 17 ans. Donc, une partie de moi me dit pas tout à fait encore. Moi, qu'est-ce qui m'a plus surpris, ou pas surpris, mais qui m'a plus déçu, c'était le langage corporel de Gavin McKenna durant le match de demi-finale. Pour moi, c'était vraiment ça qui m'a sauté aux yeux. Le manque d'implication physique, le manque de sacrifice, mauvaise pénalité, mauvaise attitude, c'est ça qui est ressorti pour moi. Tandis que quand tu regardes un Stenberg, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire en Suède en ce moment. Il a connu un très bon tournoi, selon moi, avec la Suède, gagné la médaille d'or. Mais ce que j'aime le plus de lui, c'est juste l'exécution, l'intelligence est vraiment élite. Vraiment, mais vraiment élite. Et on peut parler de Stenberg, il y a d'autres joueurs qui vont s'ajouter à ce débat-là, spécialement maintenant que Tynan Lawrence est sauté de la USHL vers la NCAA avec les Boston University Terriers. Donc, ça va chauffer. Puis je pense que c'est mieux de même parce que ça va pousser tous ces jeunes-là à se surpasser. Keaton Veroff, même chose. Keaton Veroff, selon moi, c'est pas fait mal côté repêchage avec ce tournoi. Donc, pour moi, c'est hyper intéressant. Tu as tellement de bonnes options. Peut-être que tu n'as pas l'étiquette générationnelle qu'on se disait en début de saison. Mais écoute, je pense que la profondeur élite de ce repêchage-là commence à s'annoncer. Et on voit vraiment un top 7 avec Albert Smith, aussi Carson Carrolls, Ethan Belchotz, des gars comme ça qui vraiment commencent à se distinguer, selon moi. Ouais, Smith, on y reviendra parce que Marty, ceux qui écoutaient le podcast depuis le début de notre saison,
On a vu se confirmer des choses, en tout cas, au championnat mondial de hockey junior. Stenberg, tu m'en parlais, Marty, l'an passé, quand je me suis mis à regarder de près ce que Oliver Kapanen faisait avec Timra, parce que Stenberg a affronté avec Frölunda l'équipe de Timra au premier tour des séries de la Ligue élite de Suède, avant justement que Kapanen ne revienne aider le Canadien, puis par la suite le Rocket. Ça a été une excellente série, et à l'âge de 16 ans seulement, Stenberg, il joue avec des hommes, là. Dans une grosse ligue, pas facile de produire, puis on le remarquait sur la glace. Alors, je me disais, Colin, Marty, certainement, il touche quelque chose, là. Et la progression de Stenberg n'a fait que augmenter depuis. C'est très impressionnant ce qu'il fait là. Puis moi, je pense, honnêtement, que McKenna risque de sortir premier, mais il va se faire chauffer les fesses, d'après moi. Il y a des équipes qui vont peut-être placer Stenberg premier. Je sais pas si tu te souviens, Anthony, qui a éliminé Oliver Kapanen l'an dernier dans les quarts de finale avec le but gagnant? Ivar Stenberg. C'est lui. Ivar Stenberg, là, allez voir, là, c'est quelqu'un qui jouait régulier. J'ai pas les statistiques devant moi, mais il avait des statistiques incroyables, en fait, pour un joueur de moins de 17 ans en série dans la SHL, dans l'histoire. Nommez-moi David Pasternak, nommez-moi Luca Raymond, tous les gros joueurs. Ivar Stenberg, c'est lui qui a eu la meilleure saison pour un joueur de moins de 17 ans en série, puis de loin. Puis là, en ce moment, à Frölunda, c'est la même chose, mais ce que tu vois de Stenberg, tout simplement, moi, j'ai trouvé que le début de son tournoi était bon, mais sans plus. C'était quelqu'un qui aidait, c'était quelqu'un en avantage numérique. C'était un peu le courroie de transmission. Alimentait Bjork, alimentait Frondel, alimentait Eklund. Était capable de... Tout passait par lui. C'est un gars qui était très intelligent, retenait son élan, cherchait les occasions pour alimenter des passes, mais pas extraordinaire. Sauf lorsqu'on est débarqué dans les moments importants. Tu sais, qu'est-ce que je parlais de Porter Martin, là, qui tu te mets à te démarquer quand c'est pas le temps? C'est complètement l'inverse chez Ivar Stenberg. Est-ce qu'il avait besoin d'être le meilleur dans le tour préliminaire? Non, parce qu'Anton Frondel marquait de toutes les façons. T'as pas besoin qu'Ivar Stenberg devienne le meilleur. Sauf que quand ça a été le moment, contre la Finlande, il y a des moments où les Suédois, ils étaient dans les câbles. Ils se faisaient dominer, puis honnêtement, les Finlandais méritaient ce match-là. Sauf qu'il y a deux. Je te dirais, Bjork a été bon aussi, là. Mais Stenberg était le seul qui ressortait du lot. C'était le seul qui sortait la rondelle. Il était tenace dans les coins, gagnait ses bagarres, même contre des défenseurs de 18-19 ans qui étaient physiques, qui jouaient bien contre lui. Les tirs étaient là, il faisait toutes les bonnes choses. Tu sais, quand tu dis analyser le jeu à la seconde près, c'est le temps de tirer une seconde plus tard, c'est plus le temps. Ben, lui était capable de tout comprendre ça. Je pense que dans ce débat-là, je vais parler pour moi, il y a la tête puis il y a le cœur à voir. Je pense que Gavin McKenna montre encore aujourd'hui les plus belles qualités pour un joueur potentiel de premier au total. C'est un gars qui a des mains extraordinaires. On l'a vu dans le tournoi. Il a la vitesse. J'ai aimé son niveau d'exécution. Son niveau d'exécution n'était pas parfait, manque de constance, mais c'était quand même mieux que ce qu'on a vu à Penn State. J'ai trouvé qu'il y avait un peu plus d'implication, on revenait un petit peu plus défensivement. Et là, avec sa vision de jeu, son tir et tout ça, c'est du potentiel de joueur vedette quand même. Sauf que là, je parle du cœur. Quand tu parles de te donner quand ça compte, quand tu parles du non-verbal que Marco parlait, là, ça, là-dessus, je veux dire, Ivar Stenberg est en avant. Puis à un moment donné, quand tu arrives pour choisir, tu veux bien beau avoir des joueurs qui obtiennent 100 points durant la saison, mais tu veux un gars qui performe quand ça compte, qui va t'amener la fameuse Coupe Stanley. C'est là, je pense, qu'Ivar Stenberg, là, il rend ça compliqué. Moi, personnellement, là, ça va être drôle à dire, mais présentement, j'ai McKenna premier. Mais si tu me disais que le repêchage était dans 2 semaines, je pense que j'aurais Stenberg en ce moment. Wow! C'est quand même tout un plaidoyer pour Ivar Stenberg. C'est pas d'hier que tu le surveilles de près. On peut également regarder d'autres candidats qui se sont illustrés pendant le championnat mondial. Des gars qui ont peut-être attiré votre œil davantage. Lui aussi, tu nous en as parlé récemment, Marty. Albert Smits, le défenseur letton, qui d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, a été confirmé au sein de l'équipe de la Lettonie pour les Jeux olympiques. Donc, il s'en va là avant même son repêchage, jouer contre les meilleurs joueurs du monde. C'est assez incroyable, là, le potentiel de ce jeune homme-là. Puis il a été très bon dans les limites que son équipe pouvait donner. Mais les Lettons ont livré une rude bagarre, entre autres, au Canada dans le tournoi. Ouais, tu sais, puis c'était... Bon, il y avait des jeunes et tout ça. Moi, j'ai trouvé qu'on était en deçà un peu des prestations du côté de la Lettonie, mais je pense qu'Albert Smith a montré pourquoi,
que je l'aimais, puis pourquoi il mérite d'être dans les conversations pour le top 5. Je veux dire, tu as un défenseur de 6 pieds 3 pouces qui est méchant. Tu sais, ça, c'est le côté que j'avais pas vu nécessairement en Finlande, parce que j'ai pas accès aux médias et tout ça. Mais tu sais, un peu les propos de dire écoute, est-ce que tu as peur de l'opposition contre le Canada, puis faire un peu un visage à la Ivan Drago, si tu veux, là, de faire écoute, je joue contre des hommes en Finlande, il n'y a absolument rien qui me dérange, puis de montrer que physiquement, il est là, capable de faire des relances, capable de prendre le moment et de soit transporter la rondelle lui-même ou d'être le 4e attaquant, puis de prendre cette décision-là sans te pénaliser, en comprenant que s'il y a un revirement, ben, ça ne va pas te pénaliser. Moi, personnellement, m'a déçu légèrement au niveau défensif. J'ai trouvé que contre les équipes plus talentueuses, il y avait plus de difficultés en relance. Il était peut-être un peu plus embourbé dans son territoire. Et là, tu voyais qu'il cherchait des façons de s'en sortir. C'était plus compliqué. Je pense que ça peut s'expliquer avec la passe noire nord-américaine. C'est quelqu'un qui joue en Finlande, donc il y a un ajustement à faire. Je serais pas prêt à lui lancer complètement la pierre là-dessus. Mais je pense que les gens ont pu montrer. Puis, tu parlais de l'équipe olympique, là. C'est intéressant. Souviens-toi du dernier joueur, le jeune espoir, qui a fait ça. Puis finalement, je suis pas en train de dire qu'Albert Smith va sortir premier au total, là. Mais il y a un certain Slovaque qui joue à Montréal, là, qui a fait ça. Hein. Débarqué aux Jeux olympiques, a été très bon. C'était très bon, mais c'était pas le tournoi le plus relevé non plus. C'était pas les jeux qu'on va connaître, là, alors que les meilleurs joueurs au monde vont y aller cette fois-ci. Mais c'est vrai que Slavkovski a vraiment amélioré sa cote à ce moment-là avec sa performance aux Olympiques. T'en as pensé quoi de Smith, Marco? Puis si tu veux également peut-être nommer quelques joueurs là, qui ont attiré ton regard pendant le tournoi. Ouais, mais écoute, Albert Smith, pour moi, ça me faisait beaucoup penser à Mo Seider dans le tournoi en 2019, alors que il n'était pas nécessairement connu, mais faisait partie de cette nouvelle vague de jeunes Allemands qui venaient sur la scène et qui vraiment poussaient le Canada, la Russie et les États-Unis dans ces deux tournois-là. Moi, j'ai toujours pensé que Seider était un joueur complet qui apportait beaucoup en termes d'offensive, mais aussi un bon joueur dans zone neutre qui est capable de tuer des jeux. J'ai vu un peu de la même chose avec Albert Smith. Je pense que c'est vraiment ça. Je ne sais pas s'il y a le même tir. Je pense que c'est vraiment la chose qui sépare les deux, entre Seider et Smith. Mais pour moi, j'ai vraiment aimé la maturité dans son jeu, sa capacité de séparer le joueur et la rondelle, et le fait qu'il garde son jeu très simple quand il l'a besoin, mais il est très capable de compliquer son jeu et démontrer des skills au nécessaire dans des tournois ou dans des situations critiques. Donc pour moi, encore une fois, Marty en parlait en début de saison comme un joueur potentiellement top 10. Je pense plus que c'est du potentiel. Je pense que ça va quand même, avant la fin de l'année, ça risque d'être même pas mal universel dans le top 5 si ça continue. Et Marco parlait, tu parlais, Marco, est-ce que je suis pas certain s'il y a un meilleur tir en ce moment que Seider. Pour l'avoir vu de temps en temps en avantage numérique Albert Smith, je te dirais, là, on vient de vanter ses qualités, là. C'est sa plus grosse force, puis non seulement il tire mieux que Seider, je trouve qu'il tire pas mal mieux que Seider. Moi, je trouve que c'est une de ses grosses forces. Il tire très fort. Ah, ouais, en tout cas, beau potentiel. Ouais, très, très. C'est toujours dur à dire quand même. Le gars est tellement meilleur que la plupart de ses coéquipiers au sein de son équipe que. Mais l'équipe est faible en général, donc tu vas manger des volées, puis c'est dur de vraiment sortir la pépite d'un sac bien ordinaire. C'est un peu ça là, quand tu joues avec des équipes comme l'Allemagne ou la Lettonie dans un tournoi relevé comme ça. Ouais, ben tu regardes, j'ai parlé de ses problèmes défensifs, mais en même temps, t'es constamment dans ton territoire. Ça devient compliqué un petit peu. On parlait, Marco disait, je suis pas certain de son jeu offensif. J'ai vu des bribes et tout ça, mais c'est normal. Il y a eu moins de temps de jeu offensivement. Il y a eu moins d'avantages numériques. C'est un peu normal qu'on l'ait moins vu. Donc, je pense qu'encore une fois, ça revient un peu plus à des situations isolées, comment il se comporte dans telle situation et surtout, je prends l'exemple du Canada, comment il se comporte quand il débarque contre Michael Misa, par exemple, qui est un joueur de la LNH qui sait déjà qu'est-ce que ça prend pour se rendre là. Puis si tu vois qu'il est pas amplement de calibre, ben ça donne quelques indices, disons. Là. Excellent. Marty, on peut compléter justement pour notre podcast avec ton espoir de la semaine, à moins que Marco et autre chose à rajouter parmi les espoirs dans le tournoi? Moi, c'est juste Keaton Veeroff. J'ai très bien aimé son jeu two-way. Je pense qu'on aurait pu l'utiliser davantage avec l'équipe Canada, plus que certains comme un Ben Danford.
par exemple. Je trouve qu'il trouvait très bien ses coéquipiers en relance, en zone offensive. Je pense qu'il faisait bien en zone défensive et en zone neutre aussi. Donc, pour moi, c'est un joueur très complet, un joueur très mature, un joueur qui va avoir son nom nommé assez vite au repêchage de 2026. Donc, un joueur que j'inviterais tout le monde à surveiller. Un très bon Jack et aussi un ancien partisan du Canadien de Montréal. Ah ouais, hein? Ouais, ben écoute, je pense que son idole, c'était Carey Price. Mais Marco qui m'a appris ça, d'ailleurs. Intéressant. Ouais. Mais moi, je vais aller avec l'espoir du repêchage 2026. C'est pas mon espoir de la semaine, mais je pense qu'il faut jeter un œil à Chase Reed. Moi, Chase Reed, du côté des Américains, là, m'a énormément impressionné. Il faut comprendre le contexte. C'était quelqu'un qui a commencé le tournoi au sein d'une troisième paire, était derrière des Adam Kleber, des Cole Hudson, des Logan Hensler, des gars comme ça. Mais la situation a fait en sorte, premièrement, Cole Hudson s'est blessé, a raté 2 matchs. On a commencé à le voir un petit peu plus en avantage numérique. Il est allé chercher des gros buts. Puis moi, ce que j'ai aimé, et quand tu parles de qualité, absolument Ligue nationale, les relances et la vitesse d'exécution, c'était A1 du côté de Chase Reed. Il prenait la rondelle, des grosses relances qui traversaient la moitié de la patinoire, repérait des Higgins en avantage numérique. Je l'ai vu prendre des bons lancers, s'avancer au bon moment, prendre des bonnes décisions. Écoute, je pense que c'est un but d'Higgins à un moment donné contre la Slovaquie. Ouvre complètement le jeu. Tout le monde pense qu'il va tirer, ouvre la ligne. Donc, tu vois qu'il est très intelligent et qu'il a beaucoup de jeux. Honnêtement, là, on a parlé de Stenberg et de McKenna, puis je suis pas en train de dire que c'est le favori, loin de là. Je pense que c'est le négligé. Moi, présentement, dans la course, j'en vois 3. Je vois McKenna, je vois Stenberg. Il sous-estimait pas Chase Reed parce qu'en ce moment, il va bien dans la OHL. C'est un gars offensif. Et moi, ce qu'il m'a montré a commencé au sein d'une troisième paire. La paire de Logan Hensler et de Adam Kleber, par exemple, a eu beaucoup de difficultés. Les responsabilités de Reed ont augmenté. Il a répondu présent. Les joueurs étaient physiques. Il répondait. Il était toujours en contrôle. Toujours de bonnes sorties de zone. Toujours bien stable défensivement. Là. Je pense que pour l'aspect complet, là, moi, présentement, dans ma tête, c'est le meilleur défenseur de ce repêchage-là. Puis c'est qu'il manque beaucoup de qualité Ligue nationale. Moi, je l'ai adoré. Là. OK, fort intéressant. Donc, il y a peut-être une course pour le titre de meilleur attaquant et de meilleur défenseur aussi, finalement. Moi, c'est en plein ça. Je pense que ça se joue entre, justement, Smith, t'as Veroff et t'as, selon moi, mon favori en ce moment est Reed. Là. Mais ces 3-là, c'est très serré. Là. OK. Ton espoir de la semaine, Marty? Mon espoir de la semaine, je m'en vais du côté de l'équipe slovaque. Je vais vous parler de Tomáš Krenko, qui a eu un excellent tournoi au mondial junior. Là. Quelqu'un qui jouait déjà professionnel dans la Slovaquie, donc tu as déjà des statistiques intéressantes. Je suis quand même dans une ligue d'hommes et tout ça. Mais moi, ce qui m'a impressionné, je voyais déjà une belle éthique de travail. Je voyais déjà un jeu défensif et certains jeux offensifs. Mais la Ligue slovaque, oui, c'est une ligue d'hommes, mais tu sais, parfois défensivement, c'est pas toujours chic. Parfois, il y a des erreurs un petit peu de positionnement, de couverture. Ça peut être facile de dominer dans cette ligue-là. Donc, j'avais hâte de voir à quel point Krenko allait pouvoir se démarquer contre la crème de la crème, contre des joueurs qui sont dominants dans la Ligue canadienne ou qui sont dominants dans la Ligue américaine, dans la LNH, peu importe. J'avais énormément hâte de voir et j'ai été impressionné. L'intensité était toujours là. C'est quelqu'un qui n'avait pas de problème avec le jeu physique, qui était capable d'aller dans les coins de patinoire, de ressortir des coins, de bien travailler. Mais là, le jeu, quand je parlais d'offensive, là, c'était là pas à peu près. C'est quelqu'un qui a un bon lancer, qui était capable d'aller dans les endroits payants, de se libérer, d'obtenir des chances et a commencé le tournoi au sein du 3e trio. Ça n'a pas été très long que la Slovaquie, qui n'avait pas une tonne de profondeur, l'a placé à gauche de l'avantage numérique de la première vague et il s'est mis à produire. Remarqué contre les Américains, c'est 2 buts. Je crois qu'il y a eu un taux de chapeau naturel contre l'Allemagne. Il s'est mis à performer non seulement contre des équipes plus faibles, mais contre des puissances. Physiquement, il était là. Il était capable de se démarquer avec son tir. C'est devenu un élément important. Et même contre le Canada, même lorsque c'était 7-0, je le voyais revenir. Je voyais qu'il tentait de s'impliquer. Je voyais qu'il n'avait pas abandonné, contrairement à bien d'autres joueurs. Donc, je dirais Tomáš Krenko, là. Puis souvent, la Slovaquie, ces genres de joueurs-là leur donnent des rôles quand même importants, étant donné qu'on a moins de profondeur, là. Surveillez-là, peut-être quelqu'un qu'on va commencer à voir de plus en plus haut dans les listes, là. Et quand Marty met son radar sur un joueur, habituellement, ça vaut la peine d'être entendu. Les gars, ça a été excellent.
Marco, remets-toi sur pied, là, mon vieux. Là. C'est plate. Là. C'est jamais le fun d'être malade. Donc, profite des prochains jours pour te refaire une santé, mon vieux. On se reparle bientôt. Je sais que la semaine prochaine, t'es absent dans le podcast pour d'autres obligations professionnelles. D'autres obligations professionnelles dans le Sud, oui, effectivement. Ouais, c'est plate. Mais écoute, un gros merci de pouvoir faire un show à distance. Et encore une fois, on va revenir en force. Il y a beaucoup d'analyses à faire avec les espoirs dans la Ligue nationale. Donc, on est prêt et on va être là. Ouais, la semaine prochaine, petite thématique. LHJMQ ensemble, Marty. On va faire un petit tour, entre autres, sur ce qui s'est passé à la date limite des transactions, les équipes qui sont en train de se construire une identité pour se rendre jusqu'au bout. Donc, on vous réserve une belle surprise concernant le circuit Cecchini demain. Enfin, pas demain, mais la semaine prochaine, dans notre prochain enregistrement. On vous remercie de votre écoute, d'avoir été là pour ce résumé du championnat mondial de hockey junior et on se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Salut! You win. Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico.